retour ici sur notre plateau au-dessus des étoiles d'Épicure avec Alain Abiotte qui, comme à chaque fois, va nous présenter le chef de ce soir. Alain, bonjour. Eh bien, bonsoir. Alors, je vois que tu es au cigare ce soir. Ouais, je suis au cigare ce soir, parce que ce soir, c'est une soirée particulière quand même. Ouais. Norbert Tarrer, il a commencé à mettre la pression, il a commencé à faire finalement le Norbert, quoi. Ah, celui qu'on connaît, celui qu'on aime bien aussi. Celui qu'on adore à la télé, qui a passionné le Top Chef de cette année. Alors, ce soir, déjà, tu vas nous parler déjà du personnage, puisque tu le connais. Alors, beaucoup de gens le connaissent, mais là... On peut s'attendre à tout, puisqu'il a à la fois chopé des habitudes de cuisine qui sont extrêmement pointues chez Vera, très, très modernes, bien sûr, de la grande cuisine, 3 macarons. Et puis, il a attrapé, en passant par la Dordogne, des habitudes un peu plus régionales, quoi. Donc, par rapport à ce soir et par rapport au menu, au vin... Alors, les vins, c'est une soirée à laquelle je tiens sur les Épicuriales depuis le début de cette expérience du chef étoilé. C'est une soirée qui est dédiée à la biodynamie. Et pour moi, la biodynamie, c'est une culture d'avenir. C'est une culture d'avenir parce que c'est une culture qui consomme moins d'engrais, c'est une culture qui consomme moins, surtout de produits toxiques en ce qui concerne les pesticides, les antifongiques, etc., 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 qui fait moins de travail de l'industrie chimique en matière d'agriculture. Et déjà, ça, c'est une préfiguration de l'avenir. On a des vins qui viennent des Côtes-du-Rhône avec un Montirius, on a des vins qui viennent d'Alsace avec ceux de marque Kreidheim Weiss, blanc bien sûr. On a aussi des vins qui viennent de Bordeaux, puisque on a quand même quelques artistes à Bordeaux qui ont choisi la biodynamie pour élever leur vin. Et c'est toujours des vins délicieux, assez minéraux, tendus, qui sont vraiment portés par le terroir, quoi, qui sont portés à la fois par les cépages, mais avec aussi l'expression du terroir. Moi j'aime beaucoup cette sensibilité-là. 2 mots du cigare? Allez, parce qu'on a une boîte aussi ici et c'est une surprise quand même. Je vais l'ouvrir. Ah, vas-y. Allez, la boîte à cigares. Et les cigares. Alors les cigares, il faut les faire boire vraiment parce que voilà. Oui. Voilà, ça c'est du cigare. Et c'est le seul cigare de luxe qui soit produit en France. C'est une particularité extraordinaire, c'est fait à Navarinx par un type merveilleux qui s'appelle Thierry Fronterre et qui s'est souvenu que dans cette vallée de l'Adour, il y avait autrefois une culture du tabac qui faisait vivre beaucoup de gens. C'est vraiment du produit de luxe. J'aime beaucoup ce cigare-là. Norbert, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi-même? Très bien. Alors tu me disais tout à l'heure que tu as commencé dans le foot en fait. Ouais, j'ai commencé à 14 ans, je suis rentré au centre de formation d'INF Clairefontaine dans la même année que Nicolas Anelka, pardon. Et j'ai pas réussi parce que j'étais très désinvolte, anticonformiste, donc l'école me plaisait pas, j'allais pas à l'école et puis aux entraînements je faisais un peu ce que je voulais, donc on m'a gentiment remercié au bout d'1 an et demi. Et puis voilà, je suis resté en contact avec le football puisque j'ai un ami qui joue à Marseille qui s'appelle Jimmy Traoré, un Malien, un très bon ami. Et puis après, il fallait bien que je fasse quelque chose de ma vie, donc j'ai entamé par un apprentissage en charcuterie. Malheureusement, le jour de mon examen, j'ai préféré rester avec une copine au Plumard que d'aller passer le BEP. Et donc, si tu veux, ça t'a réussi? Ça m'a réussi, oui, dans le sens où ma mère, quand elle a vu la lettre d'Arcueil, comme quoi j'étais 0 éliminatoire par absence, elle m'a gentiment préparé mes valises, elle m'a demandé de quitter la maison, donc je suis parti et je suis parti à Londres. Ouais, là, t'étais plongeur. Là, je suis arrivé à Londres, bah ouais, j'ai claqué un peu. À l'époque, j'avais 3000 balles, 3000 francs. Et je pensais que 3000 balles, c'était beaucoup d'argent, moi, là-bas. Et en fait, j'ai confondu. Donc, ma journée, je l'ai passé un peu à dépenser. Arrivé le soir, fin d'après-midi, j'avais plus de thunes, j'avais plus rien pour aller dormir. Pas de quoi me payer un billet retour. Donc, j'ai trouvé une agence qui s'occupait des Français en Angleterre. Je suis allé les voir, ils m'ont trouvé un poste de plongeur, une piole dans un foyer vers Marylebone. Et j'ai commencé plongeur dans un 3 étoiles Michelin. Et voilà, c'était super. J'étais assis sur un bidon d'huile, je faisais mes 25 kg d'ail, 50 kg d'oignons, mon persil. Et puis au fur et à mesure, le chef il voyait que je commençais à toucher du couteau, que j'étais à fond. Je faisais la vaisselle, l'épluche, et puis à un moment, il m'a fait passer en cuisine. Parce que là-bas, c'est quand même marche ou crève, donc si tu corresponds pas, t'es viré, hein, faut être rentable aussi. Et donc il m'a demandé un soir de passer en service, et là c'était une catastrophe. Hein. Je comprenais pas un mot d'anglais. Donc j'en ai chié pendant quand même 3 mois, et après j'ai réussi à trouver ma place. Puis avant, en 90, c'est encore à l'ancienne, hein, donc quand ça allait pas, on te mettait 2-3 noms dans la gueule pour dire que ça allait pas trop.
aller bosser. Et puis voilà, je suis resté 2 ans là-bas et j'ai fait une belle évolution. Commis garde-manger. Commis garde-manger, ouais, j'étais commis garde-manger. Je suis passé, alors de commis, je suis passé premier commis et demi-chef de partie au garde-manger en 2 ans. Et pour quelqu'un qui n'avait pas fait énormément de cuisine, je trouve que c'était pas mal. C'était une cuisine franco-italienne, donc on faisait des risottos, on faisait de l'ossobuco, revisité bien sûr. Et voilà, on faisait des choses extraordinaires. Pour moi à l'époque, c'était vraiment une très belle table. Et puis après j'ai décidé de rentrer à Paris. Et là tu rencontres Bernard Loiseau. Ah bah oui, c'est lors d'un week-end, j'avais... c'est encore une histoire de gonzesse, mais c'était une nana qui m'avait payé un week-end chez Loiseau et, pour la Saint-Valentin. Et en fait je suis venu avec 2 CV dans ma petite valise. Et j'ai emmerdé le maître d'hôtel, j'aimerais bien rencontrer M. Loiseau. Et en fait l'après-midi je le rencontre, on buvait un café dans son salon Alexandre Dumaine. Et puis on commence à discuter, puis il manque de peau, ça part en sucette, on parle de barbac. Il me fait chier avec sa charolaise, moi j'ai parlé de l'Aubrac, de la Salers, et on se rentre un peu dans la gueule. Et puis le soir même, il me demande de rentrer dans sa cuisine, donc c'est la première fois que j'entre dans une aussi belle cuisine. Hein. Et 35 bonhommes, 35 chefs qui formaient un escadron, c'est plus une brigade, c'est un escadron. Et pas un bruit, juste un bruit, voilà, ça chantait, ça claquait la casserole, ça claquait le couteau. Et je lui demande de venir travailler pour lui. Et lui pensait que le fait que j'habitais à Paris, je voulais travailler chez ses tantes là. Tante Marguerite, tante Claire, je sais pas quoi, tante Jeanne. Et je lui dis non, moi je veux travailler avec les meilleurs ils sont ici quoi. Et là ça l'a tout de suite interpellé et 15 jours après j'ai embauché chez lui. Qu'est-ce qui t'a appris Loiseau il m'a apporté beaucoup d'humilité en cuisine. Ce qu'on oublie aujourd'hui c'est que le principal c'est même pas les clients ou de ce que tu fais. Le produit en fait c'est la star, c'est le produit qui doit rester la star. Maintenant on peut le travailler, on peut l'amener comme on veut, on peut le présenter comme on veut. Et surtout, comme il me disait, avant de faire plaisir à quelqu'un, il faut se faire plaisir dans ce qu'on fait, quoi. Donc c'est la principale des choses. Et puis j'ai retenu de lui, malheureusement par son accident, qu'aujourd'hui il ne faut pas trop se soucier de savoir à qui tu plais et à qui tu plais pas. Il faut faire comme tu aimes. Je pense qu'à partir du moment où tu triches pas dans la cuisine, d'accord, tu prends pas des raccourcis ou des choses un peu des subsidiaires comme de la poudre voilà, pour faire des sauces ou des produits semi-travaillés. Je pense qu'à partir de ce moment-là, tu peux présenter une assiette même très très simple. Je pense qu'à partir du moment où elle est vraie, elle te correspond, tu triches pas et c'est toutes les valeurs qui m'a inculqué. Et surtout de l'humanité. Ouais. Beaucoup de chefs ont perdu à un moment donné parce qu'ils étaient trop préoccupés par leurs étoiles et justement par toutes ces critiques qu'il y avait autour, qu'ils ont oublié leur brigade. Tu travailles aux côtés de Marc Duera. Ouais. Alors qui lui aussi une star de la gastronomie française. L'homme au chapeau, ça n'a rien à voir, là on est contrasté, on parlait d'humanité avec Loiseau, là on parlait de quelque chose. En fait je vais faire un rapport très très simple, en fait on assimile un chef par rapport à sa philosophie. Loiseau cutéreux, donc produit du terroir, tu sais, des fines purées pour lier les sauces, et Tavera, beaucoup d'acidité, donc c'est vrai qu'on travaille beaucoup le citron, les agrumes pour lier, du vinaigre blanc pour faire la base de sauce. Et là tu te rends compte que le chef il est comme ça, il est vachement acide. C'est un corrosif, c'est quelqu'un qui rentre dans ta tête, et, ouais, qui te fout le bordel quoi. Donc en fait il te remet en cause tout ce que tu as appris auparavant, il te détruit tout et puis il s'injecte dans ta tête et dans ta cuisine et il te fait comprendre que la sienne c'est la meilleure. En même temps, si t'as pas les épaules carrées, enfin t'es pas costaud dans ta tête, tu passes pas quoi. Voilà. Et après donc Cyril Lignac, alors là c'est aussi le côté médiatique. Et ben écoute, je sortais de Lyon, j'avais fait des Vitisso à la Villa Florentine et j'avais fait Guy Lassosé. Je m'étais fait plumer mon pognon par une gonzesse qui me racontait des conneries, je caramais tous les jours, ça m'a coûté 15 000 €, je sais même pas pourquoi. Je suis rentré avec ma bite et mon couteau à Paris. Besoin de mariner, je vois une annonce à la suite, Georges V, je vais chez Cathy et David Guetta, à l'époque je connaissais pas trop ça, moi, ce bordel-là. Je rentre là-dedans et je croise Lignac qui me raconte un peu sa vie, enfin ses futurs projets. Et le mec il sortait des pourcelles et j'ai dit allez why not, on y va. Mais je connaissais pas l'univers des 400 couverts jour, moi je connaissais pas du tout ça. Moi. Et Paris, j'avais jamais travaillé à Paris hein, ou en banlieue. Et donc je le rencontre, on parle cuisine, on adhère. Et lui en fait il cherchait une nouvelle brigade parce que comme il se cassait avec son ancienne, il avait dit à Cathy Guetta je vais te remettre une brigade en place. Donc on a bossé 3 mois, il faisait son émission à la suite, on a son émission Oui Chef. Et au moment d'ouvrir son restaurant, il est venu voir et puis il m'a subtilisé, je suis parti le rejoindre au 15e. D'accord. Et Top Chef. Et Top Chef est arrivé, donc je suis allé là-dedans et puis le premier jour où je loupe ma cuisson du porc, je m'écroule parce que dans la tête ça va plus. Pas pour le cochon, j'en avais un peu rien à secouer, c'est juste parce que merde, je venais de dire à tout le monde qu'ils allaient se faire mettre parce que voilà, ça ne me correspondait pas et je voulais pas me planter devant ces gens-là. Et donc j'ai eu la chance qu'il y en a une qui était un peu plus mauvaise que moi, hein, parce que je n'étais pas non plus le meilleur hein, à ce moment-là.
Et donc c'est Amélie qui est partie au début de l'émission. Puis après je me suis dit bah si je reste aujourd'hui, j'irai jusqu'en finale et pourquoi pas gagner la finale. Et c'est ce que j'ai fait en étant moi-même, c'est-à-dire en allant à l'encontre des chefs, de Constant, de Marc, d'Arabian, de Piège. Et je me rappellerai de toujours la première phrase qu'ils m'ont dit après la première épreuve, toi la semaine prochaine tu dégages. Et là t'as pas le niveau. Bah, comme dans toute ma vie c'était un vrai challenge parce que quand tu es autodidacte, personne ne croit en toi et en tes valeurs. Et là je me suis mis en mode je vais tout défoncer et voilà, j'ai arraché la planète. Ah ouais, parce que moi c'est dans la difficulté où je me sens le plus fort. C'est bizarre, hein, tu crées dans la difficulté. Voilà, je me retrouve et j'arrive à me construire en difficulté. Bon maintenant après il faut que j'apprenne à me construire tout court sans emmerde. Parce que sinon tu vas pas le faire. Quand t'as 2 gamines et une bonne femme, au bout d'un moment il faut arrêter les emmerdes. Donc on essaie de faire une nouvelle étape dans la vie quoi. Mais là-dedans c'est vrai que c'était phénoménal et en fait je me suis rendu compte que d'être moi, de m'accepter moi comme je suis et de prendre confiance un petit peu en moi de ce que je faisais, bah, ça m'a révélé quoi. Je suis heureux dans ce que je suis un privilégié grâce à cette émission, grâce au travail que j'ai pu fournir, grâce aux gens qui sont là et quand je peux communiquer et transmettre du bonheur et du plaisir aux gens, c'est tout à fait normal. Et puis j'ai pas envie de changer. Moi je me considère comme un beauf, je suis fils de commerçant, 5 générations de poissonniers, 5 générations de charcutiers, je travaille sur les marchés dans le Val d'Oise. Et je suis très bien comme ça, et j'ai pas envie de changer. Voilà. Je reste abordable, je manque jamais de respect aux gens, voilà. Mais c'est mon kiff d'être comme ça. Et puis je le dis, je le cultive. Parce que le beau fait partie de la culture et de la tradition française. Et aujourd'hui, on essaie, des fois, il y a des gens qui essaient de devenir ce qu'ils seront jamais de leur vie. Et ils se trompent. Ils se trompent, faut pas avoir honte de ce qu'on est. Moi, quand j'ai des conneries, je m'en fous. Tu m'aimes pas, je m'en tape, je suis comme je suis. Au moins, tu sais au moins ce que je pense. Donc voilà, après, tu t'en fais ce que tu veux.